Merci d'écouter François. Les agriculteurs manifestent partout en France. C'est une bonne opportunité aujourd'hui dans le pays pour s'intéresser à la situation des agriculteurs et à donner la parole notamment aux agriculteurs indépendants. Beaucoup de gens, beaucoup d'agriculteurs indépendants sont venus sur notre plateau parler notamment que le problème principal, c'est qu'il faut pouvoir avoir la main sur son commerce et fixer ses propres factures. Notre invité du jour va nous dire s'il est d'accord avec ça. Je pense que oui. On en a parlé un petit peu avant de commencer cet entretien. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Richer, viticulteur en Charente-Maritime et ancien syndiqué notamment. Bonjour Philippe Richer. Bonjour à vous et puis merci de me donner la possibilité de m'entretenir avec vous en tant que journaliste de François. Eh ben, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous, aujourd'hui, est-ce que j'ai juste en disant que le problème principal des agriculteurs indépendants est de reprendre la main sur son commerce aujourd'hui? Alors moi, tout d'abord, je vais commencer par vous parler parce que la vraie vérité et les vraies actions qui sont menées ces jours-ci au travers de notre pays. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de, comment dire, de mouvements, mais que moi, que je me reconnais pas dans ce mouvement, parce que il est mis en place par la FNSEA, les jeunes agriculteurs, et on sait que c'est la même boutique, la coordination rurale, je crois que j'ai dû voir la Confédération paysanne. Voilà, aujourd'hui, je ne suis plus du tout syndiqué, j'étais syndiqué au MODEF pendant très longtemps avec des responsabilités départementales et nationales. En effet, comme vous l'avez évoqué, je suis en Charente-Maritime et je suis viticulteur. Et malheureusement, le vrai problème, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire pourquoi je me sens pas à ma place dans ce mouvement. Je suis de loin parce que le vrai problème, qui n'est pas du tout abordé, c'est ce qu'on appelle le prix des parts fermes, c'est-à-dire le prix rémunérateur. Et pour obtenir ce prix rémunérateur, eh ben voilà, il faut tout simplement remettre le coefficient multiplicateur qui avait été supprimé à l'époque par M. François Guillaume, ex-ministre de la FNSEA, et qui fut ex-président de la FNSEA, pardon, et ministre de l'Agriculture sous le gouvernement de Jacques Chirac à l'époque. Il avait fait supprimer ce coefficient multiplicateur qui donnait le prix rémunérateur au profit de la prime de la politique agricole commune, de ce que vous savez, la PAC en abrégé. Voilà. Donc, moi, je trouve ça, et personne n'en parle, c'est quand même malheureux. Enfin, on devrait tous fixer notre propre prix. C'est aux agriculteurs de reprendre le carnet de facture. C'est à l'agriculteur, au viticulteur, céréalier, peu importe, de faire son propre prix. Et alors, il y a aussi, je rappelle aussi, Oui, parce que, alors attendez, expliquez, et donc pour ceux qui n'ont pas vu notamment nos entretiens, vous pouvez aller voir les autres entretiens également où on en parle. Donc rappelez le fait, c'est qu'aujourd'hui, quand par exemple un éleveur laitier veut vendre son lait, on ne peut pas, ce n'est pas lui qui dit, bon bah je vends à cette usine mon lait pour 1 euro le litre, c'est l'usine qui dit, bon bah vous, l'agriculteur, je vous achète pour tant, pour tel montant votre produit. Ce n'est pas l'agriculteur qui décide. alors, malheureusement, et moi je me rappelle pas si par le passé ça existait. Bien sûr que ça existe pour ceux qui ont des petites exploitations, qui font des circuits courts. Moi je me rappelle dans le temps, hein, avec mes parents, on avait des vaches à lait. Et moi, je me souviens, on avait des voisins, des gens, au moment des vacances, les vacanciers venaient, ils venaient chercher du lait, ma grand-mère vendait des œufs, enfin bon, on faisait un peu de jardinage, on vendait quelques légumes, voilà. Voilà. Mais je veux dire, que ceux qui font du circuit court, bon, actuellement, pour ceux qui font de la mise en bouteille, pour ceux qui font de l'élevage, bah, qui vendent de la viande au détail, pour ceux qui vendent qui sont, enfin, les viticulteurs qui vendent du vin à la ferme, ils le vendent en bouteille, enfin, etc., etc. Sauf que moi, par exemple, je vais prendre mon cas, et un viticulteur comme moi qui vend à une distillerie, voilà, je dirais pas le nom de la distillerie, mais moi, je n'ai pas d'alambic et c'est bien dommage. Je regrette parce que mes parents n'avaient pas de, et mes grands-parents n'avaient pas d'alambic, et moi, j'ai pas eu forcément les moyens d'investir dans un alambic pour pouvoir faire la matière première pour vendre mon produit à la ferme. Et donc, je suis tenu de vendre mon produit à la distillerie qui m'achète mon produit
et c'est eux qui fixent le prix à ma place, et ça, Mhm. c'est lamentable. Je veux dire, nous, comme vous avez dit tout à l'heure, nous, enfin, moi personnellement et d'autres viticulteurs comme moi, on n'a pas la main sur le carnet de facture et on est tenu d'accepter les prix que nous fait la distillerie. Il y en a qui vont vous parler des coopératives, mais ça dépend à qui on vend. Moi, je vends à une distillerie, donc c'est le distillateur qui me fait sa facture au prix, lui, où il veut, et non pas moi. Voilà, c'est ça qui est lamentable, et c'est toujours ça que je vais continuer de me battre là-dessus. Et alors, Et on n'en parle pas, non, on n'en parle pas du tout. mais alors quelque chose que l'on en a peu évoqué, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place, à votre avis. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire des lois pour interdire fièrement aux usines de fixer le prix. Comment est-ce qu'on mettrait l'agriculteur en position de puissance dans l'idéal? Vous venez de dire une partie de la réponse. Parce que le vrai problème, je vous rassure, hein, tout ça, c'est pas une fatalité. Hein. Non, non, tout ça, c'est des orientations politiques. Hein, c'est ça. Alors, effectivement, vous avez raison de le souligner, parce qu'il faudrait interdire aux distillateurs, je prends mon cas, mais aux coopératives, ou autres, hein, faut interdire ce problème-là, de que ce soit l'acheteur qui fait sa facture. Faut obliger le paysan lui-même à faire sa propre facture. Parce que je vais vous donner deux ou trois exemples. Vous allez faire vos courses tous les jours, ou souvent. Vous allez à la boulangerie tous les jours. C'est pas vous qui faites vos prix. Quand vous arrivez à la boulangerie, de faire votre prix. Quand vous allez faire vos courses, c'est pas vous. Si vous allez à la grande distribution ou si vous allez dans le magasin de chez vous, c'est pas le propriétaire du magasin ou le directeur de la grande surface qui vous fait son prix. Donc, c'est lui et c'est pas vous. Voilà le truc, vous comprenez? Donc, faut mettre une loi en place pour interdire les acheteurs de faire leurs factures et les obliger à que ce soit nous qui font, qui fixent nos prix et de deux, forcément, qui font leurs propres factures. Donc, vous avez parlé au début, vous avez ouvert sur les manifestations actuelles. Donc, comme elles sont, on va dire, à l'initiative des syndicats, notamment du syndicat dit majoritaire, la FNSEA, vous remettez en question aujourd'hui qu'est-ce que vous regrettez le plus avec les syndicats? Pourquoi est-ce que vous demandez aux gens de se méfier des syndicats? Alors, depuis le départ, voilà, je vais le dire et le redire, et je le clame très haut et fort. Il faut savoir que depuis des décennies et des décennies, je crois que, allez, après la guerre, quoi, enfin bon, allez, on va dire, peut-être pas remonter si loin, mais seulement 30 ans ou 40 ans. Tout ça, c'est depuis la FNSEA qui a été qui a été mis en place, enfin, depuis, à l'époque, il y avait une fédération, mais moi, j'ai envie de dire, si c'était pour fédérer l'ensemble des agriculteurs, ma foi, pourquoi pas? C'était comme le système coopératif à l'époque, sauf que le système coopératif, c'est devenu des enjeux financiers, c'est devenu, j'ai envie de dire, une multinationale, on va dire ça comme ça, et la FNSEA, eh ben, elle a trempé dans la sauce, et la FNSEA est en cogestion avec tous les partis politiques, avec tous les pouvoirs politiques jusqu'à maintenant. Je veux dire, comme c'est eux qui sont responsables de la situation agricole, que ce soit les mises aux normes, que ce soit la politique agricole commune, que ce soit ce que regardez par exemple il y a quelques jours, ils ont signé des accords, hein, avec les gouvernements sur la taxe du GNR, et aujourd'hui ils manifestent contre la taxe du GNR. Les mises aux normes, ils sont en train de manifester contre les mises aux normes, hein, et puis mais c'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Et aujourd'hui, parce que parmi eux, ça arrive qu'il y en a qui mettent fin à leur jour, quoi, hein, aussi. Hein. Donc, mais pourquoi ils manifestent, d'après vous? Mais je pense que vous y avez pensé. Parce que vous remarquerez que tous les ans, à cette même époque, à l'approche des salons de l'agriculture, vous les voyez manifester. Après, vous les voyez plus. Il y a un autre enjeu, il y aura les élections européennes, on en reparlera après. Et il y a surtout un enjeu principal qui va être janvier 2025, les élections de chambre d'agriculture. Donc, tout ce spectacle qui est organisé, tout ça, ça n'a rien à voir. Et j'ai envie de dire, tout ça, c'est fait pour faire diversion. C'est fait que pour ça. Vous comprenez? Parce que le temps qu'on parle, qu'on véhicule cette fausse image, eh ben, en attendant, on ne parle pas des réels problèmes, du prix, du coefficient multiplicateur, pour que les paysans arrivent à survivre, et on fait diversion
parce que moi, je vais vous dire franchement, en tant que viticulteur, je ne vends pas à des immigrés, je vends pas aux écolos. C'est pas le problème des normes, c'est pas le problème de la taxe du GNR. Hein. Moi, je vends directement, comme j'ai dit tout à l'heure, à un distillateur. Donc, c'est le prix rémunérateur. Et j'insisterai là-dessus, c'est le prix départ ferme et remise du coefficient multiplicateur. Mais pour ça, effectivement, ben, il faut sortir carrément de l'Europe. Mais alors, quand je dis carrément, il faut en sortir urgemment. C'est des décisions politiques. S'ils veulent, ils peuvent le faire. Et puis, et si on sort de l'Europe, il faut sortir bien sûr de l'OMC, du FMI, de la BCE, de l'OTAN et de tous ces carcans libéraux, ultralibéraux, néolibéraux. Et vous verrez, si on remet tout à plat le système, vous verrez bien sûr qu'il y aura bien moins de suicides, il y aura davantage de petites installations agricoles et le pays s'en portera bien mieux. Et d'ailleurs, là, on a vu ces derniers jours beaucoup de personnes aller défendre les agriculteurs sur les plateaux télé, mais en parlant toujours de donner plus d'aide. Alors, vous parlez beaucoup de la PAC depuis le début de cet entretien, qui sont des allocations, des aides données aux agriculteurs. J'ai entendu aussi sur les réseaux sociaux, on a vu les gens parler de donner un un revenu minimum aux producteurs agricoles en mettant à 1 500 € ce salaire, en disant qu'un agriculteur ne devrait pas gagner moins de 1 500 € par mois. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Finalement, là, ce sont des, des idées positives, mais qui vont toujours dans le sens du système actuel, finalement. Et quand j'écoutais l'autre soir, je ne sais plus sur quelle chaîne, peu importe, j'écoutais Fabien Roussel qui parlait, le secrétaire national du Parti communiste français, qui parlait de prix plancher. Mais j'ai envie de lui dire, mais toi, mais mon gars, mais t'es à côté de la plaque. Parce que les prix planchers, ça veut absolument rien, ça veut tout dire et rien dire. Si le on ne sait même pas si le prix plancher il va tirer vers le bas, il sera forcément tiré d'une manière par le bas, mais qui nous dit qu'il va tirer vers le haut? Mais ça veut, enfin, je veux dire, ça veut rien dire. Et minimum aujourd'hui pour arriver à vivre correctement, je veux dire dignement de ce pays, dans ce système-là, mais il ne faudrait pas moins de 1 500 € aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça serait vraiment un minimum. Écoutez, aujourd'hui, moi, je vais vous dire, j'ai péniblement à me tirer 700 800 € par mois. Et il y a des moments où je fais moins, il y a des moments où je me tire zéro. Et quand vous subissez des aléas climatiques, vous savez on est confronté aux aléas climatiques, que ce soit le gel, la grêle, la canicule, les inondations. Moi, j'ai pas eu de chance. En 2018-2019, j'ai été confronté au gel et à la canicule. Ouais, j'ai une petite exploitation de 12 hectares de vignes, 12 hectares et demi de vignes. Ouais, je fais grosso modo, autrefois, parce que les vignes étaient plus jeunes, je faisais un chiffre d'affaires un peu plus important. Maintenant, bon, ben, je suis à 5 6 ans de la retraite. Les vignes, elles ont bientôt 100 ans. Elles ont au moins 70 ans, 80 ans, parce que c'est mes grands-parents, mes parents qui ont planté. J'en ai planté aussi, bien sûr. Et malheureusement, ben, si vous faites un chiffre d'affaires de 120 ou 130 000 euros, et que suite aux aléas climatiques, que il vous reste plus, vous faites que 50 000 euros. Mais les factures, ce qu'il y a à payer, toutes les charges à payer, vous avez payé une partie de vos charges, vous avez payé 50 000 euros, mais le reste à payer, il reste encore, on va dire, allez, 70, 80 000 à payer encore. Et quand vous les avez pas suite aux aléas climatiques, comment vous faites? Eh ben, le, ça aussi, on n'en parle pas dans ce mouvement-là. Hein. Moi, je suis dans cette situation-là, et on est des milliers comme ça dans cette situation-là. Hein. Ben, quand il n'y a plus de solution, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous vous mettez dans des procédures collectives dans lesquelles il y a le plan de sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation. Bon, moi, je suis pas ni dans un redressement, ni dans une liquidation. Je suis dans un plan de sauvegarde qui se fait sur 2 ans avec une période d'observation de 6 mois. Tout ça, on vous en parle pas. C'est pour ça que je tiens beaucoup à en parler avec vous aujourd'hui. Et ce plan de sauvegarde, bah, je veux dire, bloque, je veux dire, les dettes qui ont été provoquées. Donc, vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires attendu. Donc, ces factures
restantes, bah, vous êtes obligé de les bloquer. Donc, dans un pot de sauvegarde, bah, ça vous protège tout au moins pendant 2 ans. Toutes les factures antérieures sont bloquées et pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, bah, vous établissez un plan de sauvegarde avec le mandataire judiciaire et le tribunal sur une durée de 14 ou 15 ans. Mais c'est lamentable. Et moi, je le conteste, ça. Parce que, alors, moi, j'ai envie de dire, dans des situations comme ça, suite d'aléas climatiques, ça aussi, je vais le dire haut et fort, il faut qu'à titre exceptionnel, que ces procédures collectives soient abandonnées. Et ça veut dire aussi annulation de la dette. Voilà. Parce que même si on a des assurances, beaucoup d'agriculteurs sont assurés. Moi, je l'ai fait une année. Et la première année que je l'ai fait en 2018, les assureurs, pardon de le dire, mais c'est des voyous. Parce qu'on paye cher la cotisation et à la finalité, eh ben, ils vous remboursent presque que dalle. Alors, et après, si vous voulez vous faire rembourser, vous prenez un avocat. L'avocat va vous coûter autour de 2 500 euros. Et pour essayer de récupérer dessous, vous allez peut-être récupérer, allez, 1500 balles, 2000 balles, hein, mais vous avez donné 2500 balles à l'avocat pour vous défendre. Vous croyez que c'est normal? Tout ça, on ne le dit pas, tout ça. Hein, et tout ça, ça se rajoute à vos charges, quoi. Donc, voilà pourquoi on en est rendu dans une telle situation. Moi, là, dans ce système-là, bah, j'invite les agriculteurs, les viticulteurs, les céréaliers et autres qui se trouvent dans des situations comme je viens d'évoquer, de se lancer dans des plans de sauvegarde. À l'heure actuelle, je dis bien, attention, je précise, hein, parce qu'aujourd'hui, tant que ce système est en place, on n'a pas trop le choix. Mais moi, j'appelle tout le monde et tous les agriculteurs, pas que, et au-delà de l'agriculture, comme je vous ai dit tout à l'heure, à sortir de l'Europe, de tous ces carcans libéraux, néolibéraux, ultralibéraux. Parce que, Voilà. Et donc, remettre, et j'insiste, et remettre le coefficient multiplicateur sur toutes les productions agricoles, viticoles et céréalières. Parce que c'est ça l'enjeu principal, tout ça. Voilà. Et sortir de la PAC. Et supprimer les aides PAC aussi. Toutes les aides aussi. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, si vous avez un coefficient multiplicateur qui permet de vous rémunérer, eh ben vous êtes indépendant, vous êtes tout de suite indépendant, puis vous n'êtes plus dépendant du système. alors, comment fonctionnerait ce coefficient multiplicateur que l'on comprenne bien? Comment est-ce qu'on pourrait le remettre? Ben, ce coefficient multiplicateur, encore une fois, c'est pas une fatalité, c'est un choix politique, et c'est à notre président de la République, à notre Premier ministre et son gouvernement, et de voter ça, de voter à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, pardon, de voter une loi pour remettre ce coefficient multiplicateur. C'est le coefficient multiplicateur qui donne le prix rémunérateur sur toutes les productions. Bon. Vous irez voir parce que c'est un petit peu complexe à comprendre, mais vous pouvez le retrouver. Hein, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour le retrouver. Mais tant qu'on ne remettra pas ce coefficient, ils ne voudront pas le remettre pour l'instant. Il faut qu'on sorte, vous comprenez? Il faut qu'on sorte de cette Europe. Donc, cette Europe libérale, ultralibérale et néolibérale. Donc, il faut à tout prix de sortir de ça pour ce coefficient multiplicateur puisse s'appliquer. On a des gens qui s'appellent des députés et des sénateurs au Sénat, hein, ils sont là pour ça, ou alors il faut les dégager eux aussi s'ils ne servent à rien. Et donc là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que même si les agriculteurs, même si vous dégagez un très bon chiffre d'affaires sur une année, par exemple, vous avez, les agriculteurs aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Il y a tellement de charges à payer à la fin de l'année ou mois par mois qu'en Ouais. fait, finalement, le salaire dégagé est dérisoire par rapport à la charge de travail, la charge mentale des agriculteurs. Non, mais on a bien trop de charges sur une exploitation. Je veux dire, enfin, quand je vois, et encore moi, je vous dis, moi, je suis une petite exploitation, je vous dis, j'ai 12 hectares et demi de vignes, voilà, j'ai 35 hectares de terre en prairie, hein, que je fais faucher par un éleveur, mais rien que sur la vigne, on va dire que j'ai pratiquement pas de charge, hein, j'ai pas de charge hein, sur mes prairies, à part la MSA, bien sûr. Mais sinon, sur la vigne, ouais, je vais vous dire, pour limiter, moi, ce que j'ai fait personnellement, ben, c'est vrai que ça me dégage davantage de temps. On est bien d'accord. Parce qu'au moment où je parle, alors qu'il est à 16h58, il fait encore jour, je devrais être dans les vignes. Mais bon, le souci, c'est que je fais appel à des prestataires aujourd'hui.
mais chacun fait comme il veut. Je veux dire, quand j'ai des travaux, par exemple, de traitement, et que moi, que je ne suis pas dans le conventionnel et que je suis dans une agriculture raisonnée, quand les types ils font 15, 16 ou 20 traitements, moi, j'en fais que 5 ou 6. Donc, moi, je fais appel à un prestataire de service pour faire les travaux de traitement, des traitements de désherbage, enfin, selon les travaux que j'ai à faire, et c'est pas gratuit tout ça, il faut les rentrer dans les charges. Hein. C'est vrai que ça me libère du temps. Bien sûr que ça me libère du temps. Mais je ne travaille pas tout seul sur l'exploitation. J'ai deux personnes qui travaillent avec moi. Il y a mon ex-compagne qui travaille avec moi. Et puis son frère. On est trois à travailler sur l'exploitation. Hein. Mais tout ça, c'est pas gratuit. Et puis, faut qu'ils soient rémunérés correctement. Moi, je les rémunère. Enfin, ils sont sur mon exploitation. Eux, ils sont, comment dire, ils sont prestataires, quoi, vous voulez. C'est eux qui font leur prix. On est d'accord. Eux, ils sont d'accord sur le prix. Moi aussi. Mais ça devrait marcher comme ça. Mais malheureusement, vous voyez bien, à côté de ça, ça ne marche pas comme ça. Bon, effectivement, je me suis dispersé parce que j'ai pris mon exemple. Mais en gros, pour cibler, ça devrait marcher comme ça. Est-ce que vous qui Revenir à une agriculture ou une viticulture, enfin une exploitation agricole de type familial à taille humaine. Voilà, j'ai et une nouvelle à décrire. vos parents qui étaient sur vos terres dans le passé, est-ce que vous avez vu une dégradation depuis les dernières décennies du métier, notamment pour les viticulteurs, ou est-ce que la situation est finalement stable depuis les 50 dernières années, à peu près? Oui, ben, tout à fait, ça s'est dégradé depuis, on va dire, une cinquantaine d'années. Parce que j'étais trop jeune, j'ai pas vécu. Mais si on reprend mes grands-parents, mes parents qui sont arrivés après ils ont connu la guerre, hein, les deux dernières guerres mondiales. Il y a eu les 30 glorieuses, mais depuis, eh ben, ça s'est complètement dégradé. Et enfin, j'étais tout jeune encore chez mes parents, mais on vivait vachement bien. Dans ma commune de Meursac, en Charente-Maritime, on est aujourd'hui 1554 habitants. Je crois on doit plus que à l'intérieur de la commune. Hein. Après, si on parle dans les villages, il y a quelques agriculteurs, viticulteurs encore. Mais à l'intérieur de la commune, je crois qu'on doit plus être que deux ou trois. Alors que autrefois, dans ma rue de chez mes parents, mais c'était vivant. Tout le monde, enfin, même ceux qui n'étaient pas agriculteurs, ils avaient des volailles, ils avaient des lapins, ils avaient. Voilà, mais je veux dire, il y avait des cochons, il y avait des vaches, il y avait un mouvement, et il y avait surtout de la solidarité. Il y avait de la solidarité. Aujourd'hui, le village, il est mort, il n'y a plus de solidarité forcément, et il y a plus d'élevage, parce qu'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de paysans, il y a plus. Et ça faisait vivre les commerces. Il y avait des commerçants, il y avait des artisans. Bon, faut pas que je me plaigne dans ma commune. Il reste encore des commerçants, il reste des artisans. J'en suis fier, voilà. Mais autrefois, à l'époque de mes grands-parents, il y en avait davantage. Je vais vous donner deux ou trois petits exemples. Il y avait un bourrelier, il y avait un charron, il y avait un forgeron. Bon, il y en a encore un qui s'est installé il y a quelques années. Mais je veux dire, il y avait plein de petits métiers comme ça qui faisaient vivre la commune et qu'aujourd'hui, ça a disparu. Ça a suivi eh ben, cette Europe libérale, néolibérale et ultralibérale. Voilà, c'est ça qui est triste à dire. Hein. Et moi, j'ai envie de dire, quand je vois tout ça, j'en ai la chair de poule d'en parler parce que ça me donne la haine, quoi. Je veux dire, je sais pas, cette vie me ressemble pas, quoi. Tout à fait. Hein. Et donc finalement, c'est aussi, ça parle de la qualité. Donc là, vous, ce que vous évoquez, c'est la vie dans les campagnes qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque. Mais carrément. Alors, et notamment, elle est plus difficile, alors qu'aujourd'hui, on a le matériel. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai fait appel à un prestataire, mais on a tout le matériel moderne pour que ça soit plus facile pour travailler, alors qu'autrefois, ils n'avaient pas tout ce matériel. Hein, ils travaillaient dans des conditions normales. Hein, ils avaient des horaires normales. Qu'aujourd'hui, regardez les heures qu'il faut faire pour arriver à vivre. Mais c'est un faux problème. Qu'avait dit Nicolas Sarkozy à l'époque? Travailler plus pour gagner plus.
Mais c'est du n'importe quoi. Plus vous allez travailler plus vous allez gagner plus. Mais vous ne gagnerez pas plus à la fin de la foire. Quand vous avez calculé toutes les charges que vous avez pu payer, ça veut dire derrière ça, il y a des impôts, derrière ça, il y a les cotisations et MSA. Et à la finalité, vous finissez où? Au bout d'une corde. Voilà. Donc, autrefois, oui, ils avaient des métiers soit pénibles parce qu'ils faisaient tout à la main, mais je veux dire, aujourd'hui, on pourrait retravailler normalement, des horaires normalement, pouvoir partir en vacances, avoir du loisir, avoir. Mais malheureusement, on est beaucoup dans cette situation. Alors moi, voilà, j'arrive à trouver un équilibre pour arriver à peu près à me sortir de tout ça. Hein. Alors bien sûr que ça paraît un petit peu extravagant par rapport à d'autres paysans, mais en fait, je travaille quand même sur l'exploitation et en prenant du bon temps aussi. Hein, je veux dire, mais ça, faut s'accorder. Voilà, qu'il y en a beaucoup, ils ont la tête dans le guidon et puis ils voient que le boulot, le boulot, le boulot. Mais je me mets à leur place parce que moi, ce que j'ai compris, est-ce que les types ne réfléchissent pas toujours? C'est que quand vous travaillez, eh ben, à un moment donné, tout travail mérite salaire et vous devez être rémunéré du travail. Et le problème, il est là, que vous faites. Finalement, c'est un peu ça qui ressort de la discussion, c'est-à-dire que, et on repart à la base de la discussion où vous disiez que les agriculteurs n'ont pas la main sur leur propre commerce et sur leurs factures. Et donc, en fait, un agriculteur peut travailler autant qu'il veut, il ne pourra jamais s'enrichir, par exemple, alors qu'on est aujourd'hui dans un système économique qui prône la croissance et l'enrichissement, mais l'agriculteur sera toujours limité par les prix que lui fixent les usines ou les coopératives. Bien sûr, et notamment, regardez, alors là, ça me fait bondir. Je peux vous dire que là, ça me fait bondir. Hein. Quand je vois dans les manifestations, écoutez, moi j'ai pris un après-midi avec un copain, nous sommes allés voir sur le terrain, sur Saintes, en Charente-Maritime, pour un petit peu tenter le terrain. On ne s'est pas mêlé à la manifestation. Hein. Mais vous le voyez comme moi, sur le plan national, moi je bondis quand je vois ça. Les types, ils vont manifester avec des tracteurs de plus de 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros. Enfin, vous voyez bien que c'est des tracteurs qui sont flamboyants, des tracteurs qui n'appartiennent pas aux agriculteurs, ils appartiennent tous aux banques, que ce soit le crédit agricole, que ce soit le crédit mutuel, peu importe la banque. Hein. Et, et ces mecs-là, ils commencent à dire ah ben non, mais ça va plus, ça va mal. Mais j'ai envie de lui dire mais mon gars, fallait réfléchir avant. Moi, chez moi, hein, j'ai 3 tracteurs, j'ai deux vignerons et un standard. Hein, mais c'est des vieux coucous. Ils ont bientôt 40 ans, les tracteurs. C'est des vieux coucous chez moi. Mais j'en suis fier, ça fait mon boulot. J'ai pas d'investissement de matériel sur mon exploitation, mais c'est un choix. Mais dis-moi que ça fait mon boulot. Pourquoi je vais aller investir dans du matériel et puis n'en finir? Les mecs, ils marchent. Pour le coup, les mecs, ils marchent sur la tête. Oui, là. Donc là, les tracteurs des agriculteurs qui manifestent avec la FNSEA, ce sont des beaux tracteurs de luxe presque. Bien sûr, regardez, ils ont la clim. Et vous savez, moi, hein, j'ai une cabine sur mes tracteurs. Rassurez-vous quand même. Mais j'ai pas la clim dans mes tracteurs, j'ai pas la radio, j'ai pas l'ordinateur, j'ai pas le GPS. Donc, non, mais je veux dire, on est dans une agriculture industrielle et intensive. Il faut en sortir. Il faut sortir de ces systèmes intensifs et industriels. Et tant qu'ils vont pas comprendre ça, tant qu'on n'en sortira pas, je suis désolé, c'est ça qu'il faut interdire. Il faut revenir à une agriculture de type familial, comme j'ai dit tout à l'heure, à taille humaine, point. Et puis, il n'y a pas besoin de... Parce que les mecs, vous comprenez bien, ils ont ce gros matériel, mais ils n'ont jamais assez de surface. Ils veulent de plus en plus grand. Donc, à un moment donné, pour faire un maximum, pour arriver à 500, 600 hectares et plus, bah, vous comprenez, il faut bien le matériel adéquat. Hein. Et le comble du comble, j'ai entendu ce matin, c'est ce matin sur France 2, que comment il faut le savoir aussi, que les concessions de matériel agricole, par solidarité, prêtent des tracteurs aux agriculteurs. Par solidarité. Non, mais j'ai envie de leur dire, mais vous foutez de ma gueule. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font pour l'instant? Par solidarité entre eux. Et comme ça leur fait une publicité pour leur marque de tracteurs, les uns et les autres. Mais tout ça, c'est du cinéma. Ils s'en foutent des agriculteurs. Moi, demain, je vais aller les voir, le concessionnaire. Alors, je vais aller voir le concessionnaire Class ou Fendt. Je vais dire, tu sais pas, mon gars, tu vas me prêter, par solidarité, moi, je n'ai pas les moyens d'en acheter. J'ai besoin d'un tracteur pour faire tel et tel boulot. Tu vas me prêter un tracteur, comme tu fais pour les manifestations. Vous croyez qu'il va me le prêter? Tout ça, c'est du cirque. C'est du pipeau, tout ça.
Et vous dites, ça c'est intéressant, on l'entend peu finalement, vous critiquez, vous dénoncez le système Bien sûr. où finalement on veut de plus en plus enfin, les fermes veulent de plus en plus d'hectares. Qui veut ça? Ce sont les coopératives? Comment est-ce que ça se passe? Oui, il y a les coopératives, mais vous savez très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez très bien que les coopératives aujourd'hui, ce n'est plus des coopératives, c'est des multinationales, c'est des financiers, c'est une équipe de voyous, quoi, voilà, entre eux. Et puis bon ben, et on sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, que la FNSEA et les jeunes agriculteurs, parce qu'ils sont issus de la FNSEA, tout ça, ça marche en juillet ensemble. C'est ce qu'on appelle en cogestion avec que ce soit le concessionnaire, mais les gouvernements, le système actuel, que ça soit. Ils sont pour l'Europe parce que eux, ils veulent pas dégager de l'Europe. Bien au contraire, ils veulent y rester pour continuer de toucher les primes de la prime PAC. Je rappelle que je voulais aussi dire que la prime de la PAC, hein, c'est qu'elle elle a été mise en complément. Je veux dire, j'ai envie de dire, c'est même pas vraiment une aide, quoi. Parce qu'on l'a supprimée pour dire, ben oui, mais on va compenser, pas de complément, de compensation. C'est pas la même chose. Hein, et pour compenser le prix de vente que vous avez perdu. Mais ça compense rien du tout. Moi, je vais vous dire avec ce que je touche, mais ça ne me compense pas mes charges, moi. Bien sûr. C'est lamentable. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on peut modérer ou réguler la taille des exploitations? Est-ce qu'il faudrait alors, selon vous, interdire d'avoir trop d'hectares, d'avoir 50 hectares? Comment est-ce que, Bien sûr, est-ce qu'il bien faudrait sûr. plafonner? Alors, je vais vous donner un exemple en viticulture. Vous allez vite comprendre. On prend, parce que moi je parle en tant que viticulteur, d'accord. Comme Bien j'ai sûr. pris Eh ben, vous avez entendu parler que dans les Charentes, parce que c'est la Charente, Charente-Maritime, hein, vous savez. Voilà, on est dans la région du Cognac, hein, voilà. Et tout notre vin, et s'en va en distillerie pour faire du cognac, d'accord. Voilà. Donc, depuis, on va dire, je sais pas moi, ça remonte à plus de 30 ans, à peu près, quoi. Hein. On nous a mis des quotas de production. Alors, selon les années, soit on les monte, soit on les baisse. Mais qui c'est qui les fixe, encore une fois? C'est tous ces dirigeants de la FNSEA qui siègent en interprofession et en cogestion avec les distillateurs, hein, où dans ces interprofessions, vous trouvez des banques, vous trouvez des responsables de MSA, vous trouvez des responsables de SAFER, des responsables de chambre d'agriculture, des responsables de la DDTM, enfin, je veux dire, toute la véritable mafia qui fixe les prix. C'est parce que c'est eux qui fixent les prix en même temps, vous savez, c'est une véritable mafia, vous savez, pour les viticulteurs. Et en même temps, je vous dis, ils montent le quota, puis selon les années, ben, ils vont baisser le quota. Sauf que là, sauf que là, ils ont commencé à baisser, depuis un an, ils ont commencé un peu à baisser le quota. Et puis l'année prochaine, ils vont encore le baisser. Hein. Et puis, mais s'ils le baissent, ben, je peux vous dire que ceux qui ont investi grave, qui ont fait des gros investissements, ben, je vais vous dire que s'ils baissent et que le prix ne va pas monter, ben, les mecs, ils sont morts. Hein. Il va y en avoir un paquet d'agriculteurs et de viticulteurs dans les couloirs des tribunaux. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Mais moi, ça me va très bien, la baisse des quotas. Moi, ce que je demande, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le rappeler, hein, c'est le coefficient multiplicateur et avoir un prix rémunérateur ouais, et sortir de l'Union européenne. Parce que ce problème-là, eh ben, ce que je viens d'évoquer à l'instant, eh ben, malheureusement, va finir de tuer les paysans. Voilà, c'est ça qui est triste. Hein. Philippe Richet, merci d'avoir pris le temps. C'était très intéressant et on espère que le message, je pense J'ai que le oublié deux message est petits points. passé. J'ai oublié deux petits points. Écoutez, Allez-y. avant qu'on termine, Ouais, j'ai oublié deux allez-y. petits points. Ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport aux importations et aux exportations. Ça aussi, ça fait partie des accords de libre-échange. Et si on veut plus que cela arrive, ben, faut supprimer les accords de libre-échange. Voilà. Et puis, ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve une souveraineté alimentaire et une indépendance qu'on a perdue depuis des années, depuis on nous l'a violée, je veux dire. Ouais, ce que j'avais à dire un petit peu, et retrouver des exploitations vivantes, viables, de type familial, et puis que tout roule, quoi.
Ça, c'est des points très marquants. Effectivement, il y a beaucoup de pain sur la planche et on Et espère que, surtout, n'oublions pas aussi la loi Egalim, qui est une loi qui a interdit de vente à perte. Hein. bien sûr. Voilà. Et je terminerai. Pardon, Allez-y, j'ai encore oublié deux points. allez-y, allez-y. Ouais, ouais. Pas de souci. Je voulais rajouter par rapport aux cotisations MSA. Et ça, c'est très important. Je viens de vous parler de la loi Egalim là. Mais MSA, c'est quoi? Rappelez MSA, ce que c'est? je finis sur la loi Egalim et je vous en parle de la MSA après. Sur la loi Egalim, elle a été appliquée pour la grande distribution, pour les grandes surfaces, les Carrefour, Leclerc, Intermarché, Hyper U, Super U, etc. Hein. Et pourquoi elle n'a pas été appliquée pour les agriculteurs, les viticulteurs, les céréaliers? Elle a été appliquée que pour la grande distribution, c'est quand même injuste ça de voir ça quand même. Mais personne n'en parle non plus. Concernant la MSA, la mutualité sociale agricole, quand vous pensez que ils nous font payer, on est imposable à 45% sur le revenu. Hein. Et ce que je viens de vous dire là, sur la grande distribution, eux, ils sont imposés à 10% sur le revenu. C'est quand même injuste de voir ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de suicides et que ça va très mal. Mais tout ce que je viens de dénoncer dans votre entretien, eh bien, écoutez, moi, je vois bien que sur le terrain, c'est pas évoqué. Donc, moi, je suis content que vous m'ayez repris aujourd'hui et je vous invite à diffuser le message. Et on va le faire avec grand plaisir. Merci en tout cas, Et Philippe Richet, n'hésitez pas à d'être venu. revenir vers moi si vous. Voilà, je serai disponible. Ce serait avec plaisir dans un futur proche. Merci à tous les lecteurs Merci à vous. d'avoir regardé. Merci Et à tous les merci aux lecteurs. éditeurs et aux éditrices. Merci à tous et on continue le combat et on lâche rien, surtout. C'est ça. Et François, à partir de ces lecteurs, si vous pouvez nous soutenir, c'est sur françois.fr/soutien. Merci beaucoup. À bientôt, Philippe Richet. Bon courage À et bientôt. Merci. Au on revoir. espère un mouvement indépendant Merci. des Au revoir. agriculteurs.